Donc cette réflexion sur le télétravail, ce qu'on appelle aujourd'hui le télétravail, donc littéralement travail à distance, nous verrons, je pense, dans cette série de contenus qu'on pourrait certainement discuter l'exactitude du terme, mais en réalité, ce terme de télétravail ou cet accolement de deux réalités s'appuie sur des conceptions traditionnelles du travail. Mais je pense que dans ce contexte de confinement, dans lequel le télétravail n'est plus l'exception, mais devient finalement la norme ou l'obligation, nous sommes obligés de nous poser la question de ce qu'est le travail en lui-même et comment on pourrait faire du télétravail. Ou plutôt, de réfléchir à la distinction qu'on pourrait réaliser tout de suite entre emploi, travail, activité, travail d'à côté, loisir. Dans finalement une période où vous constaterez, comme je l'ai constaté moi-même depuis 25 ans quasiment que je fais du télétravail, que bien sûr, dans un premier temps, et c'est ce que je vous ai conseillé, qu'on vient de transposer un certain nombre de schèmes ou d'habitus du travail traditionnel, c'est-à-dire dans un lieu avec des horaires et des relations sociales étiquetées comme des relations professionnelles, vers une réalité qui, vous le verrez, est un peu plus mouvante ou liquide. Je reviendrai d'ailleurs sur ce terme de société liquide qui a été décrite par un auteur, dans lequel évidemment la question de l'enchevêtrement, de l'encastrement ou de la non-distinction qu'on peut faire entre travail pour ce qu'il est, dans une conception quasiment marxiste, une activité qui peut être créatrice, un emploi qui est une activité rémunérée et qui est régie en général par un contrat de travail et donc incidemment par un lien de subordination. On pourrait aussi s'interroger sur le travail de l'étudiant, les conventions qui lient l'étudiant à son établissement physiquement ou pas, et quels sont les buts de cette relation de travail ou cette relation d'activité. Donc dans cette première partie, je vous demande de réfléchir donc à la question, à l'histoire sociale finalement, qu'il y a dans les différents termes travail, emploi, activité, travail d'à côté ou loisir. Bien sûr, la première idée qui nous vient, c'est que le mot travail vient de ce que Hannah Arendt décrit comme l'homo laborans, c'est-à-dire la définition homo laborans, l'homme qui travaille, c'est-à-dire l'homme qui est quasiment à égalité de l'animal, c'est-à-dire qui doit s'astreindre à une activité contrainte dans le but de survivre, c'est-à-dire boire, manger et dormir. Et puis la question du travail-emploi, on le sait, se noue au début de l'époque moderne, donc 17e, 18e siècle, avec évidemment toute une interrogation au 19e siècle sur le marxisme et sur la façon dont le travail, en particulier par les physiocrates, va être envisagé comme une quantité mesurable, une quantité de travail, et donc une quantité de valeur que l'on peut ajouter à un produit ou à un service. Donc voilà cette définition du travail plutôt marxiste, et qui, selon Marx, va dépendre donc du capital de production. Et puis on verra plus loin que c'est un peu plus compliqué que ça au XXe siècle, en particulier avec les théories constructivistes et puis Bourdieu qui va nous expliquer qu'il n'y a pas que du capital industriel ou du capital financier, il y a d'autres types de capitaux, des capitaux relationnels, intellectuels, etc., culturels, très importants. Et donc à partir de ce moment-là, on voit bien que, et Hannah Arendt va nous le décrire, j'y reviendrai, va nous dire qu'en réalité, il y a l'homo laborans, celui qui est réellement obligé de travailler pour survivre, et puis il y a l'homo faber. L'homo faber, c'est-à-dire celui qui contribue à une œuvre, individuelle ou collective, et dans lequel la contribution n'est plus réellement mesurable avec l'indice de temps et la mesure du temps. Parce que les physiocrates pensaient qu'on pouvait évidemment associer du temps et de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Ma grand-mère disait déjà ça, évidemment. Donc, c'est pas si simple, puisqu'il y a une valeur intrinsèque à l'activité, une valeur intrinsèque au travail que l'on produit, qui n'est pas forcément reliée à son temps. Et donc, c'est là qu'on introduit les questions de productivité. Donc, je reviens sur le début de mon propos, vous dire que donc ces terminologies vont se flouter lorsque l'on pratique le télétravail. Alors, les anglo-saxons disent home-based, hein, le travail home-based, donc c'est basé à la maison. On voit que comment je vais distinguer ce qui relève de mon activité
de ce qui relève de mon travail intellectuel. Par exemple, quelque chose de trivial, si je suis en train de faire mon footing, alors il se trouve que, bon, on n'a pas le droit de faire de footing là où je suis, en Espagne, mais si j'avais le droit donc de faire mon footing actuellement, si une idée me vient lorsque je suis en train de faire mon footing, ce qui m'arrive assez régulièrement, est-ce que je dois considérer que je suis dans une activité de loisir ou est-ce que je dois considérer que je suis en train de travailler? Difficile à dire. Vous voyez que donc l'aspect créatif de l'homo faber ne se définit pas et ne se définit pas par essence par le temps passé à un travail, par exemple, assis à un bureau. Donc vous voyez que je suis parti avec vous sur des conceptions assez basiques, je dirais assez fonctionnelles, de transposition de ce que l'on fait d'habitude dans une université ou sur un lieu de travail et d'essayer de le transposer à la maison avec un lieu dédié, avec des horaires, donc la trilogie, la tragédie grecque, hein, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et c'est ce qu'on va voir. Et donc on est obligé de convoquer d'autres catégories que je viens d'énoncer là et sur lesquelles je vais m'attarder dans les vidéos suivantes. Donc je termine, donc je récapitule. Dans cette capsule, je vous demande de réfléchir sur la distinction qu'on peut faire entre travail, emploi et activité, ou travail d'à côté. Alors travail d'à côté, très simplement, on pourrait prendre un exemple que vous connaissez. Si je suis chauffeur Blablacar, et je trouve que je suis effectivement chauffeur Blablacar et ambassadeur Blablacar. Je suis ambassadeur Blablacar. Lorsque je transporte des gens dans ma voiture, est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est un emploi ou est-ce que c'est une activité? Mais si oui, dans ce cas, quel type d'activité? Car vous savez que cette activité est onéreuse et peut justifier donc le versement de subsides qui correspondent effectivement à des coûts directs d'utilisation d'un véhicule. C'est ce qu'on va appeler le travail d'à côté. Vous voyez que dans la société liquide, telle que l'a définie Bauman, on peut s'interroger sur les frontières plus ou moins floues qui vont exister, et particulièrement quand on met le travail à la maison, entre ce qui relève de ma vie personnelle, ce qui relève de ma vie professionnelle, et les relations que je vais entretenir également avec mes partenaires de travail, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que mes amis avec qui je travaille sont toujours des amis ou des collègues de travail? Point d'interrogation. Est-ce que des collègues de travail deviennent des amis parce que, comme on travaille de façon plus souple à la maison, les relations sociales sont vues sous un autre angle que l'angle purement professionnel? Question. Alors toutes ces questions sont posées depuis pratiquement une quarantaine d'années, parce que le télétravail, contrairement à ce qu'on croit, naît avec les moyens télématiques et pas simplement informatiques, c'est-à-dire avec l'émergence du fax et du téléphone dans les années 70 en particulier. Mais j'y reviendrai sur cette question de l'histoire du télétravail. Donc pour l'instant, et pour conclure sur cette première partie, donc la distinction entre travail, emploi et activité, ce qui va m'amener dans la capsule suivante à m'interroger avec vous sur les différentes catégories que la philosophe Hannah Arendt, qui a beaucoup réfléchi à ces questions, établit entre l'homo laborans, dont je viens de parler, l'homo faber, l'homme agissant et l'être pensant, qui est en réalité l'animal politique. Et c'est là que ça va certainement vous intéresser de voir comment on translate donc cette notion d'homo qu'on pourrait croire economicus, et qui en réalité est d'abord laborans, faber, animal politique, agissant, pensant, et puis évidemment on réfléchira à la question de l'homo economicus dans différentes acceptions, et en particulier sous la vision, sous l'angle du nouvel esprit du capitalisme de Thévenot et Boltanski. Voilà pour cette partie-là. Donc là, je fais une partie purement face caméra, mais dans les parties suivantes, je vous proposerai donc des visuels sur les ouvrages de référence que je vous propose de lire à ces sujets. Et puis on continue notre petit chemin donc sur ces sujets du télétravail qui, probablement, hein, dans les temps qui viennent, car je pense qu'on peut avoir conscience que cette période qui va être assez longue va institutionnaliser de nouvelles pratiques d'activité, et probablement aussi des amendements juridiques et légaux, hein, qui sont déjà en cours d'ailleurs à l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont dans un régime d'exception, mais qui va générer des changements durables et institutionnels sur la définition du lieu de travail, du contrat de travail, de la relation de subordination, de la multi-activité, et donc peut-être même redéfinir ce qu'on appelle aujourd'hui le télétravail, qui pourrait relever d'une autre catégorie. Donc je vous dis à très vite pour la poursuite de ces réflexions, et n'hésitez pas à interagir dans le flux dédié au télétravail en dessous de cette vidéo. C'est fait pour ça, j'attends vos commentaires et vos réactions. Nous devons rester connectés, vivants, et dans la relation sociale, rappelez-vous qu'un être humain, pour apprendre, doit réunir 3 conditions simultanées: la nouveauté, le lien social et la ludicité, le jeu. À très vite.